d'avoir accepté ma demande pour le Lourd Marin des Arts. Alors tout le monde connaît l'actrice, plus de 100 films au cinéma, non? Oui. Mais aussi le théâtre à Paris et la télévision. Et puis une approche plus intime de toi à travers l'autobiographie que tu as écrite l'année dernière et qui est sortie au printemps, qui est La passion dans les yeux. Et d'ailleurs, tu dédicaceras ce livre lors du vernissage qui aura lieu le 7 octobre. Ta sensibilité à l'art, c'est d'abord orientée vers les beaux-arts, à Aix-en-Provence, dont tu as été l'élève. Et d'ailleurs, on voit une petite toile que tu as fait, qui est la reproduction d'un tableau de Cézanne. Quel souvenir gardes-tu de cette première orientation? Ah ben, les beaux-arts, moi j'aimais beaucoup. Si ce n'est que j'en ai pas fait mon métier. Pourquoi? Il y a une raison tout à fait valable, c'est que quand j'étais devant un, un tableau blanc, enfin je veux dire une toile blanche, ben, je ne savais pas quoi mettre dessus. Donc je me suis dit, c'est pas tout à fait le chemin qu'il faut que je prenne. Et le fait d'être allée aux Beaux-Arts fait que il y avait une jeune fille, marseillaise d'ailleurs, absolument d'une beauté longiligne. Elle avait un côté Modigliani. Et elle me dit un jour, il y a une école d'art dramatique à Aix-en-Provence, tu m'accompagnerais pas? Je dis oui, je t'accompagne. Et elle a fait mon destin, cette jeune fille. Parce que je me souviens plus de son nom, je la vois devant mes yeux. Je l'entrevois encore un peu, parce que j'avais 16 ans, c'était hier, avant-hier. Et donc, nous sommes allés aux Beaux-Arts ensemble, à l'école d'art dramatique ensemble. Elle, très rapidement, elle en est partie. Et moi, je suis restée au cours de Martial Rêve à Aix-en-Provence. D'Aix-en-Provence, Paris, voilà. Donc les Beaux-Arts, oui, c'était un joli moment. T'es resté combien de temps? Une année? Ah non, c'est différent. Je suis restée une année pour tout faire, mais j'ai fait beaucoup de cours du soir où je faisais du fusain. Et d'ailleurs, j'ai plein de dessins en fusain que j'ai fait au cours du soir. Tiens, ça peut être une idée. Bah oui, voilà, on aura deux œuvres au lieu d'une. Andrea, à travers cette exposition de ta collection privée, force nous est de constater que ce sont des choix très éclectiques qui correspondent bien à ta nature généreuse, ouverte et passionnée. Tu acquiers toujours par coup de cœur? Oui, non, c'est pas tout à fait comme ça que c'est. Oui, par coup de cœur, mais un jour, je me promenais avenue Matignon à Paris, il y a très très longtemps. J'avais chez moi, et j'en ai encore d'ailleurs, je pense qu'il y en a une ou deux qui vont être exposés, des tableaux, disons, plus classiques, des petits maîtres aixois comme Milon, Ducrot et d'autres. Et tout d'un coup, j'étais dans cette avenue où il y a énormément de galeries, et je suis tombée devant des galeries où il y avait des tableaux d'art contemporain. Et tout d'un coup, je me suis dit, voilà, c'est ça que j'aime. Et à partir de là, j'ai essayé d'acheter, de voir, de comprendre, si on peut comprendre, mais enfin bon, de m'intéresser de plus en plus à l'art contemporain. Et c'est comme ça que je me suis acheté un mystique, je l'ai rencontrée quand elle était très jeune, et puis j'ai acheté un autre tableau que j'ai revendu, parce qu'il ne me plaisait plus, je l'aimais plus, j'avais plus d'atomes crochus. Puis un jour j'étais à l'Île-sur-la-Sorgue, je vois un grand tableau qui n'est pas là aujourd'hui malheureusement, grand tableau de William Wilson, et je me dis mais je vais l'acheter, et je l'ai acheté. Et c'est un tableau très contemporain, très bizarre, très étrange, qui ressemble un peu à de l'art africain, et pour cause M. Wilson étant de là-bas. Et donc voilà, c'est des coups de cœur, c'est ce que j'aime, c'est ce que j'expose dans mes flâneries souvent. Et donc ça me permet de me faire une collection un peu atypique, c'est vrai, éclectique, ça pour sûr, mais quelque chose que j'aime, que j'ai du plaisir à regarder, que j'ai du plaisir à vivre avec, parce qu'on vit avec ces tableaux, on vit, donc ça veut dire qu'on les voit tous les jours. Et moi j'ai une chose que je fais quand je vois une exposition dans un musée. En rentrant dans le musée, je me dis, avec quel tableau est-ce que je vais partir? Et oui, malheureusement, je ne pars jamais avec aucun, mais c'est ce que je me dis. Donc je regarde l'exposition et je me dis, ah, celui-là, je partirai avec. Ah, celui-là. Et donc, comme ça, je vois où est mon goût. Voilà, je vois où va mon cœur, je vois où voient mes yeux, mon âme, et je me dis, celui-là, j'ai envie. Bon, malheureusement, après, je les laisse, mais je trouve que c'est intéressant de faire ça. Et je peux vous dire qu'il y a une exposition, là, cet été, au Musée Granet, à Aix-en-Provence. Je serais partie avec un petit Kandinsky, deux Vieira da Silva, et bien sûr de Nicolas de Staël. Mais bon, je ne les ai malheureusement pas dans mon salon. Mais c'est pour dire que voilà, c'est toujours être à la recherche du goût, de comprendre, d'essayer de voir les différences. Et c'est ce que j'aime sur mes murs, c'est qu'en fait, il y a
une grande différence. Il n'y a pas un style, il y a plein de styles. Donc c'est l'expression de toi-même aussi en Voilà, même temps. exactement. Ok. Et justement, tu parlais de Nicolas de Staël, etc. Mais il y a quand même des noms de peintres célèbres dans l'exposition qui nous est confiée, notamment Cézanne, une petite esquisse de César Baldaccini, dit César, donc Léonore Fini, Fortuny, Ben, Robert Combas, Mystique, tu l'as mentionné tout à l'heure. Et donc tous ces artistes sont dans les plus grands musées du monde. Comment certains mystiques, tu viens de nous l'expliquer, ont atterri chez toi? Combas, ça a été très simple. Un jour, je faisais un reportage pour Télé 7 jours et j'avais demandé un rendez-vous avec Robert Combas. Donc il y avait la journaliste et puis on a parlé avec lui, on a fait plein de photos et tout, c'est paru dans le journal. Et quand je suis partie, il m'a fait un dessin et il me l'a donné. Voilà. Quelle donc voilà. Et puis César, c'est parce que là aussi j'ai fait une interview avec lui et ça s'est pas très bien passé, je dois dire. Ça s'est pas très bien passé à cause de l'intervieweuse, enfin, la dame qui m'a dit de poser lui telle question, telle question, telle question. Et il y avait des questions qu'il ne voulait pas entendre et les réponses ont été cinglantes. Donc moi je me désarme pas, vous savez, je continue. Et après, il m'a envoyé ce tableau pour s'excuser. Voilà. C'est trop mignon. Donc voilà, chaque fois, il y a disons qu'il y a une petite histoire accrochée à la plupart des tableaux. Tu avais montré un petit dessin de Maria Schneider. Oui. Et tu avais eu ce commentaire en disant « Si celui-là on me le vole, on vole mon âme ». Ah oui, parce que Maria, c'était une grande amie à moi. Oui. Et je l'aimais beaucoup. Elle m'avait donné plein de dessins, puis un jour, elle a voulu en reprendre quelques-uns. Alors je lui ai dit non, tu m'en laisses au moins un. Et elle m'en avait donné 3-4, ça aurait été formidable. Mais donc voilà, je n'en ai plus qu'un. Mais tu aimes son travail parce que ben là, c'est complètement enfantin. Oui. On sent que c'est la petite fille ou la jeune fille qui a dessiné, qui a peint, qui a dessiné, parce que c'est plutôt un dessin. Et c'est fait avec joliesse et beaucoup de naïveté. Et voilà, et en même temps, ça exprime vraiment quelque chose. Dans cet esprit-là, il y a cet admirateur secret qui t'a fait la tache d'encre de toi dans le Turandot. Oui, oui. Donc il venait te voir tous les soirs, c'est ça? Je ne sais pas s'il venait tous les soirs, mais en tous les cas, un jour, j'ai reçu cette tache d'encre avec une très jolie dédicace. Et tu connais même pas le nom je ne sais plus. De l'artiste? Non. Bien. Et toujours dans cet ordre d'idée, tu m'avais raconté dans quelles conditions absolument rocambolesques tu avais fini par avoir la peinture d'un petit Yougoslave, d'un grand Yougoslave, ouais. M. Kovačić. Voilà, Kovačić. Oui, je tournais avec les Américains à Zagreb et arrive le week-end. Et je dis au producteur, j'aimerais une voiture parce qu'il y a Hljebine. Hljebine, c'est le nom d'un petit village où il y a un somptueux musée d'art naïf, somptueux, avec des œuvres. Là aussi, j'aurais tout pris parce que je faisais une collection d'art naïf avant. Maintenant, j'en ai plus, malheureusement, je ne sais pas pourquoi. J'en ai gardé un, je crois. Enfin, bon. Et donc, on me donne une voiture avec un chauffeur. Je pars à Hljebine. Donc, je suis allée chez Rabouzine. Tout est décoré comme ces tableaux. Généraliste n'a pas voulu me recevoir parce que c'était déjà un vieux monsieur. J'ai vu le musée et je suis tombée chez Kovačić. Kovačić, c'est un monsieur... c'est pas une région très riche là-bas. Hljebine, c'est à la limite entre Zagreb, donc ça doit plus être la Yougoslavie, ça doit être, je sais pas, c'est tellement changé ces pays, avec la Hongrie. C'est presque voilà, à la frontière. Et ce monsieur, c'est comme un paysan. Mais on sent que ce paysan, il a gagné de l'argent, parce que ses peintures sont absolument somptueuses. Et donc, je rentre chez lui, il me montre tous ces tableaux qui reviennent du Japon. Je suis toute seule dans une pièce avec les tableaux, je suis éblouie, mais éblouie, je dois dire. Et je lui demande le prix d'un ou deux ou trois tableaux, et il me dit 20 millions de dollars, 20 000 dollars, 30 000, 50 000 dollars. Bon, moi j'avais dans ma poche 100 dollars. Donc je me dis, j'aurais pas son tableau. Et puis il avait un hall, et quand je prends le hall, je vois un dessin. Oh, je me dis, il me plaît beaucoup ce petit dessin. Enfin, il est grand d'ailleurs, c'est un grand dessin. C'est celui qu'on a dans l'exposition. Oui, c'est un grand dessin. Alors je fouille dans mon sac, je prends les 100 dollars, je les plie bien, et puis je décroche le tableau, toute seule, hein, j'ose décrocher le tableau. Je vais le voir dans sa pièce où il était en train de dessiner, et j'y vais, je fais, voilà, je prends ce tableau,
ça c'est pour vous. Et je suis partie en courant. Et il n'arrêtait pas de dire, parce qu'on me l'a traduit après, mais elle est folle cette Française, mais elle est folle cette Française. Ah ouais, elle était folle, elle est partie avec un très beau dessin pour 100 $. Alors voilà. Donc ça, voilà, en fait c'est un vol quoi. Bah oui, j'ose espérer qu'il y a prescription d'ailleurs. Ah oui, depuis le temps. Et si par exemple tu avais tous les moyens du monde, puisqu'on parlait de somme astronomique là tout à l'heure, quelle œuvre de l'histoire de l'art t'aimerais acheter? Ah, de l'histoire de l'art, je sais pas, mais en fait, chez moi, il y aurait sûrement un Picasso, ça c'est évident. Oui. Pour moi, Picasso, c'est le plus grand peintre du XXe et même peut-être du XXIe. Il y aurait un Picasso, il y aurait un Garouste. D'accord. Alors, c'est pas les mêmes prix, mais Garouste, c'est déjà très très cher. Mais Picasso, il y a des périodes que j'adore, et donc voilà, j'aimerais avoir un Picasso, un Garouste que j'aime beaucoup. Et en fait, Garouste, j'aurais pu en avoir un. J'ai débuté avec lui. Nous étions jeunes, nous faisions une pièce qui s'appelait Le lait de Barabbas, d'Arabal. C'est lui qui faisait les décors. Et on allait chez lui, comme il venait chez moi. Et là, il y avait des petits tableaux qu'il vendait pour 3 francs 6 sous. Mais même les 3 francs 6 sous, je ne les avais pas à l'époque. Alors, je ne l'ai pas acheté. Je m'en mords les doigts. Voilà, donc, parce que ça aurait été formidable quand j'aurais eu un petit Garouste. Et un jour, on m'a proposé pour... Alors en francs, je ne sais plus compter, mais du style peut-être 1 000 €. Il y a très longtemps. J'étais jeune aussi, j'avais pas l'argent. Un Chessac. Je me souviens du tableau, il était rose. Il y avait du rose dans ce tableau. Et alors on m'a dit, tu peux payer à tempérament, mais c'est un moment où je ne devais pas travailler ou pas assez. Je dis non, là en ce moment je ne peux pas. Et j'aurais eu un Chessac, alors là j'aurais été la plus heureuse du monde. Mais bon, voilà. Voilà, tout ça s'est passé. En fait, c'est de temps en temps, il faut avoir le culot, l'audace de prendre, d'acheter ces œuvres, même à tempérament, parce que sinon tu passes à côté de très belles choses. Oui, de très belles choses, mais apparemment... Pas de choses qui te plaisent, voilà. Mais on s'aperçoit que tu n'as pas du tout l'énergie spéculative en fait dans ta collection. Non. Voilà. Donc, c'est toujours, ça m'est arrivé à un moment, j'avais une toile toute rouge du grec Alexis Fassianos. C'était un moment... et j'avais même un autre combat que celui que j'ai. Et c'est un moment où vraiment ça allait pas du tout. Et je les ai mis en vente aux enchères et ils sont partis sous mes yeux ailleurs que chez moi. Mais oui, mais ça sert aussi à ça quand on a des besoins. Bien sûr. Faut bien. C'est une poire pour la soif. Voilà. Mais enfin bon. Et c'est vrai que souvent on le fait pour les écrivains, on le fait aussi pour les peintres. On a un peu tendance à amalgamer la personnalité de l'artiste à son œuvre. Donc ça peut opérer des rejets ou ça peut opérer des passions. Tu dissocies les deux, tu fais pas d'amalgame par exemple? Je regarde une œuvre, elle me touche ou elle me touche pas, je la comprends ou pas. Et puis si après on m'explique que l'auteur de cette œuvre est quelqu'un de pas très bien, bon, mais il a fait quelque chose de très beau. Donc si c'est quelque chose qui me touche, j'aurais peut-être pas envie de le rencontrer, de le connaître personnellement, mais au moins son œuvre me plaît. Donc on a compris, c'est vrai que tu as un regard, une culture, une sensibilité très aiguë par rapport à l'art. Tu le prouves avec les flâneries de l'art contemporain que tu organises tous les ans à Aix depuis plus de 10 ans. Dis-nous un petit peu quand même comment est venue cette idée, Elle a germé de ma tête comme ça, cette idée-là. Quand nous avons offert en 2006 la statue de Cézanne à la ville d'Aix-en-Provence, après, il y a eu une petite réunion et j'ai dit voilà, j'ai une idée, ouvrir des jardins privés, mettre de l'art à l'intérieur. Et ça s'est fait tout de suite et au fur et à mesure des années, bien sûr, c'est devenu de mieux en mieux. J'ai rajouté de la danse, de la musique, de l'opéra, des comédiens, des écrivains. Voilà, donc tout ça s'est bonifié avec le temps, c'est enrichi, c'est devenu plus grand, plus éclectique aussi. Il y a tous les goûts, là aussi. Il y a tous les arts presque représentés. Donc on arrive à la fin de cet entretien. L'art est très souvent théorisé. Qu'as-tu entendu de plus stupide dit à propos de l'art? Ah oui, ce qu'on entend souvent à propos de l'art, c'est quand devant, par exemple, le bleu de Klein, tout bleu, les gens, tu entends dire « Ah ben si c'est ça, j'aurais pu le faire ». Voilà, et j'aurais pu le faire, simplement, voilà, il fallait trouver le bleu, il fallait le fabriquer, il fallait le créer, ce bleu, parce qu'en fait, c'est un bleu, je crois, que Klein a créé, avec plusieurs couleurs, parce qu'il y a du mauve un petit peu dans ce bleu. Et donc, après, il fallait avoir l'idée de faire ou un grand tableau tout bleu, et c'est le tableau bleu de Klein.
Et ou alors il a fait des tableaux aussi dorés qui sont absolument extraordinaires. Ou comme à Rodez, Soulage, qui fait des tableaux avec du noir, mais ce n'est pas que noir. C'est noir, oui c'est noir, mais il y a de la profondeur, il y a de la finesse, il y a de la transparence, il y a beaucoup de choses dans ce noir qui parlent, qui nous parlent. Évidemment, bon, si on met du noir comme ça, tout le monde peut le faire. Mais non, le problème de l'artiste, c'est quoi? La différence avec quelqu'un, c'est que l'artiste a l'idée, l'imagination et le talent de le faire et de le réaliser. Picasso, mon fils de 4 ans, fait pareil. Voilà, mon Picasso, mon fils de 4 ans fait pareil, mais enfin il ne fait pas du tout pareil parce que si on a la curiosité d'aller à Barcelone voir le musée Picasso, on s'aperçoit que quand il était jeune, il peignait comme Raphaël. Donc évidemment, il faut aller à Barcelone, se rendre compte qu'il peignait comme Raphaël. Ensuite, qu'il a eu une influence énorme par Toulouse-Lautrec, car il est venu en France, à Paris. Il a vu les tableaux de Toulouse-Lautrec et il les a recréés, mais à sa façon à lui. C'est ça le génie de Picasso, c'est qu'il a pris tous les arts, toutes les époques, même Las Maninas, et il les a refaites avec des chiens différents, des robes. Enfin, c'est Las Maninas, mais complètement différent. Donc c'est ça, l'imagination, le talent, et ce monsieur avait un talent immense. Et en plus beaucoup de charme, et un regard qui envoûtait, je pense, les femmes. Tout à fait. Enfin, j'aurais pu être envoûtée par Picasso, vous l'avez compris. Donc pour conclure, je pense que la beauté, c'est quand même une source d'équilibre, une source d'harmonie et de bien-être. Tu dirais quoi, toi, à propos de la beauté? Oh, la beauté, c'est beaucoup de choses. On ne peut pas vivre sans beauté, enfin, à mon avis. On ne peut pas vivre sans regarder, d'aller voir de temps en temps la Joconde. Alors tout à l'heure, j'ai failli vous répondre, j'aimerais avoir la Joconde. Oui, mais bon, un Klimt, oui, mais bon, je crois que ça, c'est les peintres du passé. C'est formidable, ils sont dans des musées, on peut les apprécier, on peut les goûter, on peut aller les voir, les revoir. Mais ce qu'il faut maintenant, c'est faire la place aux jeunes créateurs, à ces jeunes peintres, à l'art contemporain, et continuer à s'intéresser aux vivants. Aimons-nous vivants. On aime toujours les œuvres du passé, et je crois qu'il faut aussi aimer les œuvres du présent.